que vous êtes arrivé à faire, je ne pense pas que cela ait existé ailleurs. Ah, il faut croire que cela n'a pas plu à tout le monde. Il semblerait que le directeur de la centrale soit allé trop loin et qu'on l'ait dénoncé à l'administration. Il a demandé à nos délégués de venir le voir. Il leur a appris qu'il était relevé de son poste. Un nouveau directeur arrive, Chartroul, mais pas de chance. À peine installé, 54 détenus du quartier cellulaire se sont évadés avec leurs gardiens. Et l'administration en a fait supporter la responsabilité à Chartroul et l'a renvoyé. Ils ne vont pas trouver parmi les directeurs de l'administration un homme capable de régler ce problème. Ah, c'est sans doute pour ça qu'on nous envoie le colonel milicien Chivot, qui n'a rien à voir avec l'administration pénitentiaire, mais qui sait comment traiter les patriotes qui posent des problèmes au gouvernement collaborateur. Et nous attendons donc à voir arriver un Superman qui va tenter de rétablir la discipline carcérale. Et c'est bien ce qui nous arrive. Que craignez-vous? Ah, qu'il ferme toutes les portes que nous avions ouvertes avec le premier directeur. Comment se comportait ce nouveau directeur? Chivot ne passe dans les préaux qu'accompagné de 2 gardes du corps armés de mitraillettes et de bergers allemands. Et ces 2 gardes, ce sont 2 repris de justice sortis de prison. L'un s'appelle Alexandre et l'autre Lapani. Si Chivot salue à l'hitlérienne comme tous les fascistes qui composent la milice. En arrivant à la centrale, à sa première visite, il donne les nouvelles directives aux gardiens. Je sais comment traiter les terroristes de cette centrale d'Ace qui posent problème au gouvernement collaborateur. Nous allons les dresser. Il faut ajouter aux 4 miradors déjà existants 4 miradors orientables en acier pour surveiller l'intérieur et l'extérieur. Ces miradors seront gardés non pas par des gardiens, mais par des GMR et des miliciennes. Et il ne sait pas que beaucoup de gardiens sont déjà nos amis. Il a quand même les forces de police et les miliciens avec lui. Oui, mais face à lui, il y a une volonté farouche. Il ne sait pas que nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. 15 jours après son installation, arrive à la centrale un convoi de plusieurs camions cellulaires, des patriotes. Ils ont tous une grande cocarde tricolore sur leur poitrine et entonnent la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Taisez-vous, je dis! Entendez-vous, Taisez-vous! nos campagnes, C'est un homme qui doit avoir l'habitude d'être obéi. Sûrement. Et voir des gens qui lui tiennent tête, ça le rend fou de rage. Bon, mais Qu'est-ce qu'on non, va faire? on va pas rester là. Autoritaire. Comme tu dis, vous réagissez. Ah oui. Vous réagissez. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'avec Chivot, tout ce que nous avons pu avoir va être réduit à néant. C'est cause perdue. Avec toutes les manifestations que nous avons faites pour transformer les règles disciplinaires. Que peut-il faire? Il peut supprimer nos amis les gardiens qui nous donnent clandestinement des informations des différents fronts et
de la résistance en France. Ah, c'est la seule chose qui nous permet de garder le moral. On risque un retour rigoureux à la discipline pénitentiaire. J'ai entendu dire que des prisonniers de droit commun sont introduits dans nos préaux pour nous espionner et moucharder. Vous savez quoi? On va redoubler de vigilance. La répression policière s'abattit sur les civils de Villeneuve-sur-Lot. Les vivres collectés par les amis des détenus pour améliorer leur menu ne pouvaient plus entrer dans la centrale. On l'y priva aussi des photos de famille, des mouchoirs, des ceintures et même des lacets de chaussures. Ils nous laissent nos chaussures de ville et même sans lacets. C'est plus agréable que des sabots de bois. Les gardiens refusent de nous faire tourner en rond comme au premier jour de notre arrivée. Nous avons peur pour notre ami, le gardien-chef André Dumas. Nous n'avons plus le droit ni de recevoir des colis de la famille, ni même de les voir au parloir. Nous ne pouvons même plus écrire. Vous avez de la chance d'avoir des gardiens qui nous soutiennent encore. Oui, et nous devons souvent leur dire de faire attention, car nous avons encore besoin d'eux, ne serait-ce que pour les informations qui nous aident à garder le moral. Nos responsables militaires se réunissent, car dans les rangs de l'ensemble des emprisonnés, l'impatience se fait sentir. Va-t-on renoncer à l'action alors que tant d'autres résistants à l'extérieur nous ont fait parvenir les armes qu'on a dû cacher? Allons-nous risquer que, au cours des nombreuses fouilles, Chivot les découvre? Oui, il faut prendre le risque. Même si le succès est loin d'être assuré, la situation ne peut pas durer, alors que tous les peuples d'Europe se battent pour mettre à mal le nazisme. Qui est d'accord? Je crois que le choix est clair. Le bataillon d'Est veut participer. Mais ça va être difficile, car nos responsables ne peuvent plus se déplacer. Plus difficile, oui, mais pas impossible, car nos amis gardiens passeront les messages de l'un à l'autre et pourront permettre des rencontres clandestines. Bernard, notre chef militaire, après avoir pesé le pour et le contre, soumet le plan qu'il vient de mettre en place pour qu'il soit étudié par les groupes francs du bataillon. Tous, communistes et gaullistes, l'adoptent. Ce plan doit être mis en œuvre à la première occasion propice, voire à la provoquer si nécessaire. Vous ne manquez pas de courage. Dival dit que Chivot va faire une commission spéciale de contrôle de Vichy pour qu'il constate la fermeté de la nouvelle responsabilité du camp. Il a dit quand? Le 19 février. Il croit fermement nous avoir matés. Ne serait-ce pas le moment pour agir? Il faut faire passer l'information aux autres corps francs pour que dans chaque préau, tout le monde soit sur le qui-vive. Nous sommes le 19 février. À 14h45, un communiqué circule. Tenez-vous prêts. Chivot, fier de faire voir à ses hôtes de Vichy ce qu'il a réussi à mettre en place, leur a offert un bon déjeuner. Vous n'avez pas peur que l'un des prisonniers, sans le vouloir, en parle et fasse échouer l'opération? Il n'y a que les corps francs qui sont au courant, soit une cinquantaine de gars sur 1200. Moi-même,
je ne sais rien, alors que nous avons 2 corps francs dans notre gourbi de 12 patriotes. Chivot apparaît, comme toujours, en culotte de cheval. Il tapote de sa matraque ses bottes noires bien cirées. Il est précédé d'un gardien et suivi par les visiteurs de Vichy. Il entre dans le foyer chauffoir du préau numéro 1. Garde! Les 200 patriotes se transforment en statues. Chivot et sa suite avancent entre les prisonniers. C'est alors que Chivot voit sur le mur du fond une fresque peinte par les patriotes. Qui a osé faire ça? Qu'il avance maintenant! Cette fresque représente le soleil qui luira demain sur la France libérée. Chivot veut écarter les hommes qui l'entourent. Mais sur le seuil du chauffoir, le mouchoir que le capitaine Herriès tient à la main tombe au sol. C'est le signal attendu de l'insurrection. Il est 15 heures. Chivot, encerclé, inquiet, dégaine son revolver. Mais il n'a pas le temps de s'en servir. Un camarade lui attrape le poignet et lui fait lâcher son arme. En quelques minutes, il est ligoté, bâillonné, mis hors d'état de nuire. Et ceux de Vichy qui l'accompagnent subissent le même sort. Même Fougeroux, l'économe de la prison, qui est de leurs amis, est attaché pour ne pas être compromis. Les 6 hommes sont étendus en moins de 10 minutes, sans le moindre bruit. Nous devenons les maîtres de la centrale. Le plus dur est fait, non? Non. Il nous reste beaucoup à faire. Les représentants militaires du préau numéro 1 placent leurs hommes. La neutralisation et l'isolement de l'ensemble des gardiens va se poursuivre de préau à préau et de service administratif à service administratif. En 3 quarts d'heure, la première partie du programme est réalisée. Ils tiennent le poste des gardiens. Nous occupons le central téléphonique. Mais il reste à neutraliser le poste des GMR. C'est là qu'arrive un incident qui va remettre en cause la machine pourtant bien huilée jusqu'à cet instant. Le capitaine des GMR Guy Vic tombe nez à nez avec la mitraillette de leur camarade Jean Chauvet. Ah, les salauds! Jean Chauvet le met en joue avec sa mitraillette Sten, appuie sur la gâchette, mais le coup ne part pas. La mitraillette s'est enrayée. La progression pour les 2 groupes d'assaut doit se poursuivre après que le capitaine des GMR a refermé la porte blindée derrière lui. Notre objectif est de s'emparer de la caserne des GMR. Bernard, chef militaire de notre collectif, s'y engage. Mais les GMR ont eu le temps d'installer un poste et quand Bernard s'engage, il reçoit une balle de mitraillette dans le genou. Et le passage est occupé par les GMR. Il faut trouver une autre sortie. Car les GMR et les miliciens passent à l'offensive. Notre camarade, Gabriel Pelouse, postier de Carcassonne et un groupe du préau numéro 4, dont je fais partie, veulent s'attaquer au mur récemment construit pour renforcer le portail Est, où nous avions forcé les GMR à sortir de la centrale. Mais à droite de ce mur, il y a un mirador occupé par des miliciens. Au premier coup de pioche dans ce mur, les miliciens lancent une grenade. Le bruit de cette grenade se répercute et couvre les plaintes de 2 de nos camarades blessés par des éclats. Allons chercher des paillasses pour le protéger! Nous partons à 4 les chercher. Nous croyons encore à une sortie possible. Nos camarades espagnols qui ont manié beaucoup de grenades pendant la guerre contre Franco remarquent qu'ils les lancent sitôt dégoupillés. Ils disent qu'on peut les reprendre pour les leur renvoyer. Et ils tentent le coup plusieurs fois mais sans succès,
car les meurtrières des Miradors sont étroites. Une grenade tombe sous la paillasse de notre camarade Louis Olagne. Il se baisse, la ramasse, veut la relancer, mais elle éclate dans sa main. Je ne suis pas touché. Mais en vérité, sous sa paillasse éventrée, Louis est criblé d'éclats. Au secours! Appelez Fuge! Notre docteur Stéphane Fuge, prévenu, arrive et se penche sur son ami. Son bras est en lambeaux. Il faut l'amputer. Amenez-le à l'infirmerie. Non, ne vous occupez pas du mur, mais de moi. Vous devez l'abattre. Juste avant de mourir, il dit « Adieu les amis, pour la France, je meurs. » Vous continuez quand même? Oui, nous avons la rage au cœur. Certains veulent venger ce pauvre Louis Olagne. Mais après une ultime tentative qui fait un nouveau blessé, la direction militaire du collectif, en la personne d'Ozias, décide de négocier la reddition et d'appeler la sous-préfecture. Allô? Je voudrais parler à la sous-préfecture. Monsieur le sous-préfet, ici la direction des patriotes de la centrale TES. Nous sommes décidés à nous battre jusqu'à... Quoi? Les Allemands? Vous en porterez la responsabilité. Les miliciens font appel aux hitlériens. Un escadron d'artillerie allemande est prêt à bombarder dans quelques minutes. C'était le responsable des GMR. Si on ne dépose pas les armes, ils bombarderont la place que nous occupons. À quelle heure? Dès 4 heures. Il nous reste 17 minutes. Qu'on vous la ramène! Chivot est amené, les yeux bandés. Il est assis sur un tabouret. L'homme a vieilli de 10 ans. Aveuglé, il distingue des voix claires, le ton précis des dirigeants patriotes présents. Il doit se croire devant un tribunal. Ligoté depuis la veille, Chivot a été traité sans brutalité, ni humilié, ni torturé par les patriotes. Vos amis hitlériens sont prêts à bombarder. Vos maîtres, les Allemands, menacent de bombarder la place que nous occupons. Imaginez ce qu'il adviendra de vous aussi. Nous entendons qu'aucune représaille ne soit faite contre nous. Nous avons décidé de ne pas poursuivre un combat désormais inutile. Dites à vos amis du sort qui vous est réservé ici. Ne quittez pas. Prenez le téléphone et faites attention à ce que vous dites. Parlez. Allô? Oui. Vous reconnaissez ma voix? Et c'est le directeur Chivot. Oui, ça va bien. Ces hommes se sont comportés en soldats avec moi. Aucun mal ne m'a été fait. Oui, je leur ai donné ma parole d'officier qu'il n'y aurait aucune représaille. D'accord. Oui. Faites cesser le feu. Oui. Il demande un délai d'1 heure.
Voilà comment se termine notre combat à armes inégales. Oui, voilà comment se termina notre combat. La bataille d'Est s'acheva ainsi. C'est incroyable cette histoire. On dirait un film. Même avec la peur au ventre, vous êtes restés unis. Vous êtes même pas engueulés. Ça s'est vraiment passé comme ça. Respect, je suis scotché. C'est la tolérance et la fraternité qui nous a donné cette force. C'était pas le moment de s'engueuler. On était tous différents, autant dans nos idées que nos origines. Pas la même éducation. Il y avait des riches, des pauvres, sportifs, intellectuels, manuels. Mais nous avions réussi à nous mettre d'accord, à nous unir, parce que la cause nous rassemblait, liberté, l'égalité et la fraternité, ça donne une force incroyable. Nous devions résister ensemble. Toi, tu as fait la même chose sans le savoir. Quoi, moi? Mais je fais rien, moi. Si, à ta manière. Tu ne t'en rends pas compte. Mais en ramassant les détritus, tu as pris conscience que l'engagement est fondamental pour l'humanité et qu'à plusieurs, on peut être très fort. Merci en tout cas de nous avoir permis d'entrer avec toi dans ces moments de ta vie. D'avoir partagé ces souvenirs qui m'éclairent et me donnent envie de continuer à résister à un avenir. Tu vois, en disant cela, tu me donnes de l'espoir pour l'avenir. Merci, mon fils. Salut à vous, soldats du 17e. Salut, frère de plateau, chacun vous admire et vous aime. Salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiner la République. Salut à vous, à vos soldats du 17e. Salut, brave de tout, chacun vous admire et vous aime. Salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Ça, on termine en chantant, mais c'est pas comme ça que ça s'est terminé, non? Non, pas du tout. Excuse-moi, faut que je me lève. Non, ça s'est pas du tout terminé comme ça. Malgré les promesses qui nous avaient été faites qu'il n'y aurait pas de représailles, le lendemain, Darnan est arrivé à la centrale. Darnan, c'était le secrétaire au maintien de l'ordre. C'était aussi le directeur de la milice. Et il y avait encore autre chose. Darnan avait prêté serment devant Hitler et était d'abord engagé dans la Waffen-SS. Voilà ce qu'on avait comme maintien de l'ordre dans le gouvernement de Vichy. Darnan
La première chose qu'il a fait, quand il est arrivé d'abord avec 30 policiers, la police judiciaire, il leur a demandé une chose. Il faut me trouver 50 têtes. Parce que dans sa tête, il voulait faire payer notre tentative d'évasion par 50 patriotes. Il a donc constitué une cour martiale. Cette cour martiale s'est réunie. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé les 50 têtes qu'ils voulaient, mais il en avait quand même trouvé 46. Non pas par les dénonciations des copains, mais par les dénonciations du gardien-chef, un collaborateur, qui voyait nos camarades responsables aller voir le directeur de la prison, et c'est lui qui a donné les noms. Tous ces gens-là sont passés devant la cour martiale. Certains en sont sortis parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher, et ils en avaient quand même retenu 18 qui étaient condamnés à mort. Darnan est parti avec cette liste au gouvernement pour la présenter au gouvernement. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est que le sous-préfet du Lot-et-Garonne, de la région de Villeneuve-sur-Lot, a discuté et a réussi à arracher 6 condamnés à mort. Donc il y en a quand même 12 qui ont été fusillés, je dis plutôt assassinés par les collaborateurs. Il s'agit de Henri Ozias, Fernand Bernard, Roger Brun, Jean Chauvet, il n'avait que 24 ans, Baptiste Barqui, Gabriel Pelouse, Émile Félicien Sarvis, Bernard Aimé Serrault, Bertrand Servetot, Jean-Joseph Stern, Jean Vigne, Louis Giral. Et à ces 12 fusillés, il faut acheter notre camarade Louis Olagne, tué par la grenade d'un milicien. Et puis aussi, ajouter Piero Angel Puergla, un républicain espagnol qui s'est battu jusqu'au bout et qui a été tué sur le chemin qui nous a menés de la centrale à la gare de Penne. Et puis il y a aussi André Ledouin, qui lui va mourir de la gangrène dans le train par manque de soins. Les autres vont être déportés, c'est-à-dire livrés par le gouvernement français, qui se dit français, au SS de la division d'Astrèche. Nous serons entassés par 100 dans les wagons. Et malheureusement, 400 de nos amis